Dans cette vidéo, on va voir comment investir à Budapest en Hongrie, un des meilleurs marchés d'Europe, si ce n'est le meilleur actuellement aujourd'hui. Donc je m'excuse pour cette vidéo, on s'est rencontré avec Christopher à Paris. On a trouvé un bar qui était très calme au début, mais qui s'est révélé être très brillant puisqu'une table de mecs buvant des bières est venue s'installer juste à côté et ça a fait beaucoup de bruit. Donc je vous invite à écouter la vidéo avec des écouteurs, ça sera beaucoup mieux et je m'excuse encore une fois si le son ne sera pas très agréable, mais croyez-moi, le contenu est de très bonne qualité. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Avant ça, je voulais vous dire, n'oubliez pas de regarder la barre de description et notamment mon séminaire du samedi 8 juillet 2017 qui se déroulera à Paris, dans lequel je vais vous montrer comment vous pouvez débuter l'entrepreneuriat ou l'investissement. Si vous êtes débutant et que c'est quelque chose qui vous intéresse, il y aura des intervenants vraiment de qualité, des gens qui ont tous la vingtaine et qui vivent entièrement de leur activité à travers l'e-commerce, le blogging, la bourse, l'immobilier, bref, tout ce que vous voulez. Donc tout se passe dans la barre de description et je vous souhaite un très bon visionnage. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je me trouve aujourd'hui à Paris avec un invité, Christopher qui nous vient de Nice. Donc je vais vous présenter tout de suite pourquoi il est venu à Paris depuis Nice. Il a troqué donc le soleil contre la pluie. C'est ça. Christopher. Une belle grisaille aujourd'hui. Salut Raphaël, bonjour à tous. Ouais. T'as fait un bon vol? Ouais, très bon vol. Ça a été rapide. Ouais, bah c'est combien de temps? 1h15. Non, 1h20, quelque chose comme ça. Ça va rapide. Mais pourquoi es-tu venu à Paris alors? Pour laisser le soleil contre la pluie, comme tu le dis, c'est bien. Bizarre ça. Bah écoute, je suis venu te rencontrer et voir quelques amis. Ouais. Donc je me présente rapidement. Ouais, dis-nous qui tu es, ouais. Bon alors donc du coup je me présente, je m'appelle Christopher, j'ai 26 ans, j'ai travaillé en gestion de patrimoine pendant près de 5 ans. Ok. Donc en fait j'ai commencé indépendant, j'ai travaillé 3 ans en tant qu'indépendant et j'ai travaillé 1 an et demi à peu près en tant que salarié pour une grande compagnie en gestion de patrimoine. Ouais. Et puis beaucoup d'investissements immobiliers à côté, ce qui m'a permis de devenir indépendant financièrement il y a très peu de temps. Alors tu vois, seulement 26 ans tu nous as dit là. À 26 ans c'est ça. Tu as commencé récemment, tu étais une période de salariat, même un petit peu à ton compte. Oui. Combien de temps tu es dans l'immobilier concrètement là? Alors j'ai commencé à acheter mon premier bien, je l'ai acheté, j'avais 22 ans, ouais. un peu plus de 22 ans. Et pendant à peu près 8-9 mois, j'ai rien acheté d'autre. Parce qu'en fait, je ne l'avais pas acheté dans le but d'être rentier, dans le but de devenir indépendant financièrement. Et tu l'as acheté alors? Parce que c'était un bon coup, on en parlera tout à l'heure si tu veux. Parce que c'était une bonne affaire et je l'ai acheté pour créer du patrimoine, mais pas dans le but, voilà, pas dans le but de devenir rentier très rapidement. Il s'est passé 8-9 mois, quasiment 1 an, et puis là j'ai commencé le frénésie. La frénésie, exactement, voilà, ça m'a pris de passion, et puis du coup, en l'espace d'1 an et demi, j'ai acheté peut-être 12-13 appartements, peut-être quelque chose comme ça. Ok, donc c'est excellent, ça m'a parlé un petit peu de tout ça, mais… Voilà, j'ai profité de mon salarié à fond pour acheter, et le fameux CDI. C'est ça, pour le quitter sans regret. Ok. Donc ce courtier aujourd'hui, c'est quand, allez, 4 ans, 3-4 ans, tu es devenu rentier immobilier. En 2 ans et demi depuis mon premier achat. 2 ans et demi. Et 1 an réellement, 1 an et 1 mois, pour être précis, 1 an et 1 mois réellement, quand j'ai eu l'objectif de devenir rentier. Donc ça a été très vite, on va revenir un petit peu sur ce parcours, c'est un petit peu le but de l'immobilier, de cette vidéo, pardon. Donc tu nous as dit, voilà, tu as une opportunité qui est arrivée, parlons-en peut-être. Comment tu as plongé dans l'immobilier si jeune? Parce que c'est pas si courant en fait à 22 ans de se dire je vais me mettre à investir dans l'immobilier. Comment tu as eu ce défi? Non, c'était pas le cas de tous mes amis. Voilà, tu le sais, t'as à peu près cet âge-là aussi, donc tu le sais. C'est pareil, on pense pas à ça normalement à cet âge-là. Bon, premier achat, je vais surprendre, il n'était pas du tout en France. Alors, ouais, pourquoi? Il était en Hongrie, il était à Budapest. Donc le pays de l'Est que j'affectionne. Capitale hongroise, exactement, et que tu connais bien. Je suis allé très récemment grâce à des recommandations aussi un petit peu, ouais. Ouais. Donc Budapest, mais Budapest, t'as de la famille qui est à Budapest, t'as des amis qui allaient en vacances, t'as vu un bien. Comment t'es arrivé à Budapest? En fait, donc à ce moment-là, je travaillais en gestion de patrimoine. Et puis j'avais un ami qui, lui, a sa copine qui est hongroise. Ils vivent en France tous les deux depuis quelques temps. Je voulais le voir pour lui faire un bilan de sa situation patrimoniale, pour lui donner des conseils. Dans le cadre de ton travail? Dans le cadre de mon boulot, c'est ça. Et puis en discutant, il me dit écoute Chris, j'ai un projet, j'aimerais faire ça, acheter un appartement à Budapest, le louer. Alors moi j'ai dit écoute, j'ai aucun client qui m'a parlé de ça pour le moment, donne-moi les infos, je vais me renseigner. Il me dit écoute, en fait, un jour il a loué un appartement, on a Airbnb à Budapest. Il a rencontré un Italien en fait qui a vendu sa maison en Italie, qui a acheté 7 appartements à Budapest. Et il passait sa journée à vélo à faire le tour des appartements, remettre les clés, donner les clés, et il se faisait 3 ou 4 000 euros par mois.
Du coup, mon pote, il m'a dit, je veux faire ça. Donc lui, il a pas forcément cherché à analyser, etc. Il m'a juste dit, écoute, je veux faire ça, dis-moi ce que t'en penses. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à chercher, donc j'ai analysé Budapest, le marché hongrois, le marché immobilier de Budapest. Quelle année c'était ça? Ça, c'était en 2014. Okay. C'était été 2014. C'est récent. Voilà, donc lui, il est parti acheter son appartement. Ouais. Et moi, j'ai analysé. Donc, j'ai regardé les critères économiques, j'ai regardé les critères politiques, la stabilité là-bas, la rentabilité, la fiscalité. Enfin, j'ai regardé tout ce qui était propre à mon métier que je connaissais. Ouais. Une fois analysé tout ça, j'ai fait, mais c'est juste génial. J'ai rappelé mon ami, j'ai dit, écoute, j'en veux un aussi. T'as craqué. Je lui ai dit, je vais en acheter un aussi. Et enfin, quand vous allez voir les prix, vous allez voir que c'était vraiment pas, c'était pas un gros risque. C'était mon premier. Donc il en a acheté un en mai, je crois, il est revenu, on s'est revu, on en a discuté, on est parti en juillet, j'ai fait les visites, j'en ai acheté un, je suis reparti, je suis retourné en septembre avec mon père qui est du bâtiment et mon ami qui est électricien aussi, donc ça aidait bien, on a fait les travaux, en une semaine on a fait tous les travaux. Une semaine, il y avait quoi faire? Alors, il y avait pas mal de boulot, mais j'ai un père qui avance vite et, et un ami qui avance vite aussi. Ok. Justement, on peut nous parler peut-être un peu du projet plus en détail. Bah, qu'est-ce que tu as acheté, quelle surface? Bah autant. Ouais, vas-y. Je pense que ça intéresse quelques-uns. Je sais que c'est insolent niveau prix. Non, tu penses que la rentabilité, ça les intéresse? Ah, je pense quand même. Il faut que tu dises des informations. Alors, le prix d'achat, donc j'ai acheté un studio de 20 mètres carrés que j'ai payé 15 000 €. Tu peux nous répéter le prix? 15 000 €. 15 000 €, d'accord. Tu vois, c'est un peu la moitié moins cher qu'un parking à Paris. Tu vois. Donc, on est à Budapest, comme capitale d'un pays en Europe. Tu parles de prix bien placé dans un bel arrondissement, à côté d'une grande gare. À côté de monuments historiques, bah, tu connais, tu l'as aussi. Donc studio 20 mètres carrés à refaire, du boulot. Quand même à refaire, ouais. Voilà, une belle occasion et donc j'ai acheté, on a fait 4 000 € de travaux à peu près. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Électricité? On a cassé des cloisons, on a remonté des cloisons, on a refait toute la salle de bain, on a amélioré la mezzanine qui était déjà là. Il y a beaucoup de mezzanine dans les appartements. Belle hauteur sur plafond, c'est ça? Plus de 4 mètres. Plus de 4 mètres. Peinture, enduit sur les murs. Pose de parquet. Du classique quoi, ça, le mur. Ouais, du classique, voilà. Le plus gros c'était la casse en fait d'une cloison entre la cuisine et le salon. Donc en fait j'ai cassé la cloison et j'avais déjà une idée de quelque chose d'assez petit que je voulais faire. J'ai cassé la cloison en la laissant en barre si tu veux. J'ai mis un plan de travail en bois dessus. Et j'ai mis de la pierre de Parement sur la cloison. Ceux qui ne voyaient pas, c'est de la pierre de Parement, c'est de la pierre, vous savez, que vous collez au mur comme des carreaux en fait. Ça donne un effet pierre brute et c'est un effet coup de cœur. C'est très peu cher à l'achat, mais c'est un gros effet coup de cœur. Et l'ouverture, ça fait un coup de cœur. C'est ça, voilà. Donc j'ai acheté ça, je l'ai loué d'abord en saisonnier pour tester en fait avec mon ami, on voulait un peu tester. Et après j'ai fait de l'étudiant et du saisonnier. Et on arrivait à une rentabilité, enfin j'arrivais parce que mon ami il l'a acheté différemment, mais moi j'arrivais à une rentabilité de 22% à peu près, quelque chose comme ça. Brut ou net? C'est la question qui est chiante. Brut, mais quand je vais expliquer le net, tu vas voir que c'est presque du net en fait. Pour rebondir là-dessus, parce que parlons des spécificités du marché. Moi, je me suis un petit peu renseigné en allant en Hongrie, j'étais curieux sur l'immobilier, sur le marché. J'ai vu des trucs, parle-nous-en, mais pas tout ce qui est taxe foncière, taxe d'habitation, imposition des revenus. Taxe foncière, taxe d'habitation. Ah, tu veux dire les taxes qu'il n'y a pas là-bas, c'est ça? Voilà, c'est insolent, mais. C'est ce que tu es en train d'insinuer. Voilà, c'est ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas là-bas. Non, ça n'existe pas. Alors en fait, donc oui, déjà c'est très rentable. Largement au-dessus de 10% et même un peu plus si on se débrouille bien. En fait, au niveau de la fiscalité, donc il n'y a pas de taxe foncière comme le dit Raphaël, il n'y a pas de taxe d'habitation. Les impôts, c'est un impôt fixe en fait qui est de 15% sur les loyers, un impôt sur le revenu qui est de 15%. Il n'y a pas de prélèvements sociaux. Ceux qui connaissent les prélèvements sociaux, c'est 15,5% qu'on nous reprend sur le loyer à nous, ça n'existe pas là-bas. Tu es totalement exonéré de taxes sur la plus-value au bout de 5 ans. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, c'est fou. Même entre 22 ans chez nous. Ouais, 22 ans chez nous. Et 30 ans pour les prélèvements sociaux, mais pour faire simple. Donc 5 ans d'exonération totale de plus-value. Et la première année, tu te rappelles du tout? La première année, tu n'as pas d'abattement. C'est que 15%. C'est ça, mais à partir de la deuxième année, tu as un abattement. Je ne vais pas embêter avec les détails techniques, mais il y a déjà un gros abattement la deuxième année, que nous on a à partir de la 12 ou 13e année. Ça n'a rien à voir. Et une fois l'abattement passé, quand nous on paye une taxe sur la plus-value de 34,5%, eux ils payent 15%. Donc on a un abattement encore plus gros, qui arrive encore plus vite, et on paye encore moins à la fin, donc c'est juste impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? J'ai vu d'autres. Donc tu as ça, qu'est-ce que je voulais te dire? Les frais de notaire aussi. Les frais de notaire, voilà, en fait là-bas, s'il y en a qui sont intéressés un jour d'acheter là-bas, il faut savoir que ce n'est pas les notaires qui s'occupent des ventes, c'est les avocats là-bas.
Et ils prennent à peu près 2 fois moins cher que nous, puisque là-bas, les taxes de droit de mutation, en fait, ce qu'on appelle les frais de notaire chez nous, c'est à peu près 3% chez eux. C'est 4 mois. Ouais, et plus les frais d'avocat qui sont de 1. Donc c'est pour ça que ça fait un global à 4, comme tu dis, au lieu de 7,5 chez nous. Chose incroyable, on ne voit pas du tout en France, sur les frais de notaire. Chez eux, il y a des réductions. Si tu es étudiant, si c'est ton premier achat, j'ai vu qu'il y a des particularités. Vous pouvez payer jusqu'à 2% de frais de notaire seulement, un frais d'avocat. Effectivement, ça peut être réduit, et il peut même y avoir encore mieux. Quand c'est ton premier achat à Budapest, enfin en Hongrie de manière générale, tu peux lisser en fait ta taxe d'achat. Je te donne une idée, j'ai acheté un deuxième appartement, on pourra en parler après aussi. J'ai acheté un deuxième appartement là-bas, et donc j'ai vu, c'était une très bonne affaire, donc j'ai tout mis, hein, vraiment, j'ai pris des risques sur celui-là, mais ça valait le coup. Donc en fait, j'avais pas énormément d'argent, j'ai pas payé la taxe d'achat. J'ai acheté mon appartement, je l'ai gardé 6-8 mois, j'ai fait quelques travaux, je l'ai revendu, j'ai encaissé ma plus-value, et je viens de payer ma taxe d'achat 1 mois après d'avoir vendu l'appartement. Donc je l'ai payé, là il y a une semaine, je l'ai payé. Donc en janvier 2017, et j'ai acheté l'appartement en février 2016. Ouais, donc ok. Ils sont pas pressés. Donc non, ils sont pas pressés, et j'ai eu je crois 70 ou 80 euros de majoration parce que j'ai traîné de 2-3 mois. Donc c'est vraiment, ça vaut le coup quand tu achètes et que tu n'as pas trop de moyens, c'est très souple. En plus de ça, bon, on pourrait penser, peut-être que vous pensez, Europe de l'Est, pays de l'Est, il n'y a peut-être pas de cadastre, peut-être un peu à l'arrache, c'est peut-être un peu dangereux. Il y a des cadastres, tout est certifié. Alors oui, bien sûr, c'est cadastré, par contre c'est beaucoup plus rapide que chez nous. Moi, en l'espace d'une semaine, je peux acheter un appartement ou vendre un appartement. C'est très très rapide, et un contrat de vente, c'est 3 pages, 4 pages. C'est pas 100 pages. Chez nous, un contrat de vente, si vous avez déjà fait des achats ou des ventes, c'est énorme. Bon, le débat n'est pas là de dire si en France on a trop de papier, c'est vrai que c'est vraiment très sécurisé en France, mais bon, voilà. Après, est-ce que c'est aussi sécure là-bas? Je sais pas. Moi, j'ai eu des bonnes affaires, c'est carré, il y a des diagnostics, il n'y a pas les mêmes normes que chez nous, mais ça reste quand même européen. Donc il y a des diagnostics, il y a un avocat. Moi j'ai eu de la chance en plus, j'ai trouvé un avocat que j'ai trouvé pour le deuxième achat, qui est un avocat hongrois, qui a fait ses études en France, qui parle couramment français, qui a passé une équivalence en Hongrie, donc il maîtrise les 2 fiscalités. Parfait ça. Et pour la petite astuce d'ailleurs, parce que comme j'ai fait de la gestion de patrimoine, j'avais des clients avec un gros portefeuille, certains, et mon avocat avait cette petite astuce-là. En fait, les droits de succession que vous avez chez nous sur les biens immobiliers, ils sont énormes, c'est à peu près 20% au minimum, et après vous montez dans les tranches. Et ben en Hongrie, tu es totalement exonéré de droits de succession si tu lègues ton bien à tes enfants ou à tes parents, donc en ligne ascendante ou descendante, de ton vivant, ou en cas de décès, à tes parents ou à tes enfants, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, lui qui avait les deux casquettes, le cas franco-hongrois, eh ben, il avait des clients français avec un gros patrimoine qui voulaient avoir de la bonne rentabilité, ils en avaient marre d'investir en France. Ils vendaient ce qu'ils avaient en France, ils investissaient en Hongrie, donc meilleure rentabilité, moins de fiscalité. Au bout de quelques années, ils léguaient leur patrimoine à leurs enfants, et leurs enfants se retrouvaient avec un patrimoine qu'ils ont eu gratuitement, donc ils économisaient des centaines de milliers d'euros de droits de succession. En plus, avec des rentabilités 3 fois plus élevées que ce qu'il y a ici, et une fiscalité plus douce. Donc, je veux dire, c'est top. Hein. Et tout a gagné en fait en Hongrie. Et moi, pour avoir analysé, parce que quand j'ai vu la Hongrie, j'ai fait un premier achat. Après, j'étais curieux, j'ai regardé les autres capitales. Donc, j'ai regardé Madrid, j'ai regardé Lisbonne, j'ai regardé Berlin, qui était pas mal il y a quelques années, j'ai regardé Prague, Bucarest, j'avais regardé un petit peu aussi. Et je trouvais rien mieux que Budapest. Le ratio rentabilité entre le prix d'achat, ce qu'on peut louer, et la fiscalité qui est avec, c'était énorme. C'est incroyable. Petite question que je t'ai pas posée, on a parlé de 15% d'imposition sur les loyers, donc vraiment une bonne renta. Est-ce qu'il y a une double imposition entre la France ou pas? Alors, tu payes en Hongrie et je ne vais pas être trop technique, mais en fait tu as une convention de non-double imposition qui est signée entre la France et l'Hongrie. Parce que moi au début je craignais ça et j'avais aucun comptable, aucun avocat qui sachait m'expliquer concrètement. J'étais obligé de moi télécharger le traité qui est comme ça et me taper les pages, tu vois, pour arriver. Et du coup après j'ai su, donc en fait ils ont signé ce traité, ce qui veut dire que quand tu encaisses tes loyers en Hongrie, tu payes ton impôt en Hongrie et la France ne te demande rien. T'es tranquille. T'es tranquille. Par contre, là où il y a un double impôt, c'est si tu es ressortissant français en Hongrie. C'est-à-dire que tu es français, tu vas travailler en Hongrie, tu as un salaire hongrois. Là, ce qui se passe, c'est que tu payes ton impôt en Hongrie, donc t'es 15%, et la France, en fait, te prend la différence entre ce qu'elle t'aurait pris normalement et ce que tu as déjà pris là en Hongrie. Et après, il s'arrange entre eux. Est-ce que tu as encore un résident fiscal français? Il n'y a que pour l'immobilier ou il y a une... Voilà, c'est ça. Donc en fait, en ayant de l'immobilier, on paye que en Hongrie, on paye pas ici. Ça, c'est vraiment top. Pour revenir sur le marché de Hongrie, pourquoi il est si bon? Est-ce que tu as une idée? Moi, j'ai vu par exemple qu'il y avait apparemment
plus de 90% des propriétaires hongrois, on ne diront pas que les propriétaires. C'est une grosse part, 90%. Je sais pas si t'as Ouais, marqué. c'était pas le cas il y a quelques temps, en fait ça monte beaucoup. Parce que une grosse partie des biens immobiliers appartenaient à l'État. Ok. Il y a eu une première vague en fait où l'État, je pense que ça remonte après la guerre froide, tu vois, ils ont essayé de se débarrasser de leur parc immobilier, ça leur coûtait trop cher à entretenir. Ils s'en sont débarrassés, les gens ont commencé à acheter. Après, ce qui a fait que ça a été aussi intéressant au prix d'achat là dernièrement, il y a eu deux choses. La première, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de Hongrois qui ont investi dans des placements financiers dans un très gros courtier national, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait faillite. En Hongrie. Donc ils ont totalement perdu confiance dans l'immobilier. Ça a tout basculé. Enfin, pardon, excuse-moi, je dis bêtises, ils ont totalement perdu confiance dans le financier et ils ont investi dans l'immobilier. Ils sont ailleurs où il y a plus de sécurité. C'est ça. Et en fait, en parallèle, ce qu'il y a eu juste un peu avant, c'est qu'il y avait des prêts immobiliers en Hongrie qui étaient adossés au franc suisse. Si certains ont suivi, je ne sais plus en quelle année ça remonte, 2009, 2010, je ne sais plus exactement. Le franc suisse a décoté, ce qui fait qu'en fait les gens qui étaient adossés au franc suisse se retrouvaient à payer des mensualités 2 ou 3 fois plus élevées. Donc il y a eu toute une vague de biens immobiliers qui se sont vendus avec des gens malheureusement pris à la gorge. Tu as remboursé, c'est ça? Donc les prix ont chuté. À ce moment-là, nous sans le savoir avec mon ami, on a acheté à ce moment-là. Et puis à ce moment-là où tu t'es introduit sur le marché. Ouais, on ne savait pas, mais quasiment. T'as allé au bon moment. Voilà, les prix d'après-crise de 2008, il y a eu ça. Les étudiants commençaient beaucoup à arriver, les Erasmus, les investisseurs, il y a énormément d'investisseurs là-bas. Et on était pile dans ce creux en fait. Et à ce moment-là, du coup, et tu m'as dit ça, je ne sais plus. Pourquoi il y a beaucoup de propriétaires à l'état du marché actuel en Hongrie Voilà, en fait, à ce moment-là, donc il y avait le creux de la vague, et au même moment, il y a le courtier qui a fait une faillite. Donc les gens se sont mis à se ruer sur l'immobilier, déjà les locaux, parce qu'il y a le marché surtout soutenu par les Hongrois en fait. Ils se sont mis à se ruer vers l'immobilier parce qu'ils voient les étudiants arriver, ils voient les Airbnb, le saisonnier. Qui sont rués là-dessus. Derrière, les investisseurs sont venus. Beaucoup de Chinois, d'Ukrainiens, de Russes, d'Anglais, Français un petit peu aussi. Ce qui fait que l'immobilier, moi, le moment où j'ai acheté, quelques mois après, l'immobilier a fait 15% dans l'année. Plus 15%. J'ai vu là récemment même, entre avril 2016 et là, janvier 2017, ça a pris 250 € le mètre carré. En 8 mois, j'ai vu ça. Peut-être, ça va être 15%, peut-être parce que le prix est aux alentours des 1003-1004 peut-être. C'est 1700. C'est 250 €, on est à peu près à ça. Donc ça monte assez vite quand même. C'est monté assez vite, alors s'il y en a qui veulent acheter à Budapest, je donne vraiment ce que j'en pense. C'est trop tard. C'est pas que c'est trop tard, moi j'ai acheté 2 appartements que j'ai déjà revendus parce que j'avais d'autres projets en France. On en parle après, Après voilà. Donc j'ai fait une belle plus-value, je voyais que le marché avait augmenté, j'ai dit bon je vends. Et en fait, avant le Brexit, la Hongrie parlait d'un référendum pour éventuellement sortir de l'euro. Ce qu'en fait ne s'est pas fait, mais voilà. Plutôt, j'avais pris pas mal de risques, j'ai dit bon, j'en prends pas trop, j'ai une belle plus-value, je vends. Donc j'ai vendu, mais le prix a pas mal monté. Je pense que maintenant, c'est difficile de trouver du 20%, mais du 12, 13, 14, 15, c'est encore faisable. C'est très bien pour une capitale européenne, si on compare à Paris, on est actuellement. On est à 3. 2,5, 3. Ouais, 2,5, 3 quoi. Quand tu te débrouilles pas mal. Ouais, c'est ça. Donc, moi je pense qu'il y a encore des belles choses à faire là-bas, parce que la fiscalité est bonne, parce que l'économie est soutenue, parce qu'ils ont une bonne croissance, parce que nous au début quand on a acheté, on visait à ce qu'un jour la Hongrie ait l'euro. Je vais te demander également. Il faut savoir c'est pas la monnaie, leur monnaie c'est l'euro. Ils sont en discussion pour rejoindre, avoir la monnaie, parce que comme la Roumanie, tout ça c'est des pays qui sont en discussion. Le problème c'est que ça fait très longtemps qu'ils sont en discussion. Ils visaient ça en 2019. Comme la Roumanie. À chaque fois ils repoussent. En fait ils ont fait depuis 2003-2004, la Hongrie a fait tous les investissements nécessaires pour créer l'euro. Ils ont même d'ailleurs des machines qui sont encore plus performantes que les autres pour créer l'euro. C'est impressionnant quand j'ai vu ça. Mais ils ne peuvent pas parce que pour avoir l'euro, il faut qu'ils aient 5 critères économiques qui soient dans le vert. Il faut une certaine croissance, il faut une certaine ratio de dette PIB, enfin, c'est tout un tas de critères. Et ils se basculent entre 3 et 4. Ok. Il faudrait qu'ils aient les 5 sur 5. Il faudrait qu'ils aient le 5e, sauf que quand tu poses la question aux endroits qui sont là-bas et qu'on leur demande voilà, est-ce que vous pensez que vous allez avoir l'euro, ils leur disent ça fait tellement longtemps qu'on nous dit. Non. Mais en fait, surtout, ils ont peur. Pour eux, ils veulent pas l'avoir. Ça va faire monter les prix, tout ça. Parce que nous, ça a été bon, parce que si on avait un investissement, on avait l'euro, on s'est dit ça va faire comme chez nous en France, ça va doubler voire plus. Donc c'est ce qu'on attendait que ça fasse. Mais eux là-bas, je pense qu'ils craignent un peu leur pouvoir d'achat. C'est ça, forcément pour les locaux c'est compliqué. Pour nous en tant qu'investisseurs, on a de l'argent entre guillemets selon eux. Donc forcément ça nous inquiète moins. Au contraire ça nous arrange. Bon ok. Comme ça on a fait une grosse aparté sur le marché à Budapest. Je pense qu'il y a quand même des bonnes affaires, si certains sont intéressés, ils peuvent volontiers. C'est vrai que c'est une ville qui ressort souvent Budapest. J'ai déjà entendu des investisseurs me dire
Je vais investir à Budapest, j'ai déjà investi à Budapest, je me rappelle plus trop qui, mais j'ai déjà eu des échanges comme ça lors de certains événements. L'investisseur qui est à Budapest et qui a eu des contacts, des Français. Moi quand je parle à des investisseurs, il y en a plein qui m'ont dit « Ah, j'en ai entendu parler Ouais. » mais ils l'ont pas fait. C'est ça, Ils l'ont pas fait, moi je m'étais dit bon 15 000 euros le risque vu au prix où on achetait. C'est vrai. La rentabilité était énorme, j'ai acheté 15 000, j'ai vendu 36 000 en l'espace de un peu moins de 2 ans. Donc 4 000 euros de travaux, tu as fait presque 20 000 euros de plus-value, c'est ça? Un peu moins, oui, 16 000 euros net, avec une taxe sur la plus-value qui est quasiment inexistante. Donc c'était une bonne opération, puis quand on est jeune, en plus c'est très difficile de faire un crédit pour aller là-bas, il faut forcément acheter cash, ou faire un crédit conso. Comment t'as fait? Du coup, tu as fait cette première opération, tu en as fait d'autres après. Comment tu t'es fait financer? Des banques françaises, des banques locales? Alors, première opération, c'était cash en fait. Je travaillais en gestion de patrimoine. Je gagnais bien ma vie, mais c'était pas mirobolant, mais je parlais beaucoup. Je savais qu'à un moment donné, j'allais investir. C'était le bon moment, tu as mis ton épargne. Voilà, je l'épargnais depuis un moment, et puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui épargnent le jour où ils ont un projet en vue. C'est un peu dommage, parce que le jour où on l'a en vue, c'est un peu tard, parce que ça demande un certain temps quand même de l'argent de côté. On n'a pas 20 000 euros du jour au lendemain. Il faut partir du point de vue qu'il vaut mieux mettre une partie de son revenu, 10, 15, 20%, ça dépend ce qu'on peut, de côté le jour où il y a une bonne affaire. Et c'est ce que j'ai fait, le jour où la bonne affaire est arrivée, j'avais l'argent pour une affaire. Et heureusement, parce que ça m'a permis de déboucher sur le projet, on en parlera tout à l'heure, qui m'a apporté encore plus de rentabilité. C'est l'effet domino, c'est ces 15 000 premiers euros qui après t'en donnent 36, qui te donnent encore autre chose et autre chose. C'est marrant comme quoi le destin, je sais pas si on peut dire ça, même. Tu parlais de l'investisseur italien finalement qui a influencé ton pote, qui après t'a influencé toi. L'italien il sait pas qui t'a influencé à faire ça, aujourd'hui on est à Paris. Et j'ai influencé d'autres personnes, et ça a influencé l'avenir que j'ai eu après qui s'est vraiment mis dans l'immobilier, peut-être que j'aurais pas fait. Peut-être cette vidéo va influencer d'autres personnes. De toute façon, tu le sais, tu vois, les gens qui arrivent à trouver des affaires comme ça, il y en a ils vont dire que c'est de la chance, tu le sais aussi maintenant. Oui, il a de la chance, et moi ça m'arrivera jamais, et lui parce qu'il avait ça, et à ce moment-là il y avait ci, et non, tu sais bien que... Le débat, on va pas leur faire. Voilà, j'ai contacté mon ami parce que je voulais voir comment il joue, parce que je voulais le faire connaître. Il m'a parlé de ça. À ce moment-là, j'avais deux choix. Les gens ont toujours deux choix quand ils entendent un projet. C'est soit Budapest, mais c'est risqué, attends, c'est en Europe ça. Il n'y a pas la même monnaie. C'est l'Europe de l'Est. Non, c'est risqué. Combien de personnes j'ai eu qui m'ont dit ça? Ah non, mais clairement. Et t'as d'autres types de personnes qui vont dire Budapest, mais pourquoi? Juste un pourquoi, juste une question, pourquoi? Et là tu essaies de comprendre. Et après avec les éléments, tu analyses. Et moi quand j'ai compris ça assez jeune par rapport à mon travail, je rencontrais des clients de tout domaine, et la plupart des investissements que j'ai fait maintenant, c'était des clients que j'ai connus au début, et j'ai vu des choses qu'ils ont fait. Ah non, ça marche pas. Ça marche, pourquoi? Comment? Comment il a fait? Et j'ai creusé. Et quand je m'en suis fait mon opinion et que j'ai vu que c'était une bonne affaire, j'y allais. Mais tu as toujours le choix au début de te dire, et c'est ça la chance qu'on attire ou pas, c'est le choix au début de te dire ouais non c'est bien, je reste fermé, non c'est pas bien, c'est risqué, je reste fermé. L'ouverture d'esprit quoi. Moi j'en ai eu au début, ils m'ont dit tu investis en Budapest, malade, attends, tu vas voir, tu vas tout perdre, l'URSS à l'avenir, Poutine il va mettre la main sur l'homme, mais j'ai entendu de tout. Oui, le risque il est... Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Mais quand j'ai revendu, quand j'ai eu de la rentabilité, c'est bien ce que tu as fait, t'as bien fait quand même. Voilà. Oui, merci. De toute façon, aujourd'hui on est dans un monde qui bouge très vite. Je pense que géodiversifier c'est quelque chose de très important. La France c'est pas forcément plus sécurisé que l'Hongrie. Franchement, je sais pas ce que t'en penses. Non, franchement, vu notre climat politique, au moins là-bas ils sont pour les investisseurs. Et ça ramène de l'économie, ça ramène du tourisme, ça ramène énormément de choses. Nous en ce moment, non, c'est pas ça. On fait des très bonnes affaires en France. Je ne le fais pas, je vais continuer d'en faire. Mais la fiscalité, l'axe politique, on va dire, qu'ils prennent depuis quelques années, ils matraquent l'immobilier parce que c'est le plus gros patrimoine des Français là-dedans. Et ben en 2012, on a dit qu'on fait des prélèvements sociaux, et puis on te change les droits de succession, on t'en rajoute. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Ton bien, il est là, il n'est pas liquide, tu ne peux pas le bouger d'un pays à un autre, soit tu vends, soit tu t'assumes, t'encaisses. Enfin bref, pour revenir à toi, du coup. La petite aparté. Voilà. T'as acheté un premier appart à Budapest, tu l'as revendu, t'as fait une value. On a acheté plusieurs à Budapest. Pour aller dans l'ordre, j'ai acheté le premier en juillet 2014. Ok. Le studio. J'ai laissé passer un peu de temps, voyant que Budapest marchait très bien, on est retourné avec mon ami. Et là, voilà. Une bonne année. On est retourné en octobre 2015, pardon. Ok. On avait un projet, en fait, il y avait des étages d'immeubles à Budapest qui se vendaient. Tout entier, des gros plateaux. Accroche-toi bien. 560 mètres carrés, entre 15 et 20 000 euros.
le mètre carré ou... Non, pas le mètre carré, la totalité. Ah, mais tu rigoles. C'était des plateaux, hein, neutres. Mais on a fait nos Placé, calculs. Ouais, par exemple, dans le même quartier où je suis. Alors, attends, pourquoi? Personne en vue. Parce que là, si tu divises 15 000 euros divisé par 560 mètres carrés, j'ai même pas envie de le faire, ça va me faire peur. Moi. Et tu sais, si certains font de la rénovation, ils savent que ça coûte moins cher de construire sur une matière, une partie brute, que de faire de la rénovation de quelque chose qui est déjà fait. C'est plus de temps, etc. Oui, donc on a fait une étude de marché, mon ami était du bâtiment, moi j'ai un petit peu sur le bâtiment. On a fait des études, on a calculé combien ça nous coûtait au prix au mètre carré de faire une quinzaine d'appartements à peu près. Revendre de la moitié, qui nous finançait largement l'achat d'un autre plateau et la construction de 15 nouveaux appartements sur un autre plateau, et 7 appartements laissés en location qui nous génèrent un cash flow. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, ouais, ça peut être très vite l'effet boule de neige. Ça aurait été très très beau, sauf qu'après avoir discuté avec l'avocat, projet très long, 2 à 3 ans. Pourquoi très long? Des travaux, c'est ça? Travaux et urbanisme et contrôle. Ça veut dire, création de l'eau, comment ça se passe? C'est simple quand on est. C'est peut-être le petit beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Alors je vais reformuler. C'est pas que c'est plus compliqué, c'est que c'est plus aléatoire. Pourquoi? La France c'est compliqué, c'est long, il y a de la paperasse, mais on est quand même assez bien bordé ici. Il n'y a pas trop de corruption. Normalement. Ouais, presque pas. Voilà, normalement. Je vais me faire tirer dessus si on parle de ça. Alors qu'à Budapest, mon avocat m'a dit il faudra en glisser sous la table. À qui alors? À lui-même? Non, pas forcément lui-même, mais... Pourquoi? Parce que tu t'enrichis, parce que tu fais un gros projet, parce que tu crées de la valeur pour parce qu'il y a un gros projet, mais là-bas ça marche un petit peu comme ça. On achète un seul appartement de manière isolée. Alors là, il n'y a aucun problème. Un gros projet, 15 lots, c'est compliqué. Il me disait que selon lui c'était compliqué, 2 à 3 ans de projet. Coûteux, avec le risque, parce que tu as un bureau des contrôles là-bas qui vont contrôler les appartements, savoir s'ils sont en vente. Ils peuvent te dire à la fin, une fois que tu as construit tout ton projet, non ça convient pas, faut tout recasser, ça va pas, vous pouvez pas le vendre. Ça il passe que quand c'est de la création de l'eau ou parce que tu as fait une rénovation, ils sont pas venus? Je ne suis pas renseigné plus que ça, mais oui, non, rénovation ils sont pas venus. C'est quand tu fais de la construction, création de l'eau seulement. Construction, création de l'eau, exactement. Et tu as la même chose chez nous en France, mais c'est pas pareil. C'est plus vrai que l'eau. Donc c'était un projet à 200 ou 300 000 euros, on allait s'associer avec mon ami, et puis on venait de démarrer dans le milieu, on n'avait pas forcément cette somme-là, donc ça aurait été que des emprunts quasiment. Donc oui, ça aurait été très rentable. Mais mon avocat m'a dit en 2-3 ans, vous avez raté le coche de la hausse de l'immobilier là-bas. Comment il peut savoir? Il appréhendait un petit peu, il connaît le marché, il voit un peu comment ça s'avance. Il t'a donné ce conseil. Il m'a donné ce conseil et j'ai raison de le suivre parce que je serais peut-être planté dans ce projet-là. Peut-être pas, hein, mais c'était quand même très risqué. Et du coup, on a racheté un autre appartement. Ok, donc tu as abandonné ce gros projet. Voilà, exactement. Qui faisait rêver, mais un peu trop risqué pour l'instant. Trop risqué, puis même au niveau des prêts, la France ne prête pas facilement à l'étranger, voire pas du tout. Il faut déjà être propriétaire en France, avec un crédit payé ou quasi payé. Qui prennent une hypothèque sur ton bien en France et ils prêtent à l'étranger. Les prêts en Hongrie à ce moment-là, c'était 8 ou 10%. Donc j'ai racheté un autre appartement. Cash. Une partie d'épargne, une partie de pré-conso. En France. Un petit peu d'un ami qui m'a prêté, enfin je me suis dit, c'était une bonne affaire, je me suis dit il faut que je la prenne, je l'ai pris. C'était un 4 pièces, 65 mètres carrés, 47 000 euros. 4 pièces, 45 000 euros, ok. 47 000 euros. Okay. Le but c'était de faire de la coloc et du saisonnier, donc 3 étudiants, ça se louait 250 euros de la chambre avec internet, ça fait 750 euros. Okay. Donc ça fait... on était à 17% de rentabilité, 16-17. Bonne opération. Pas mal, voilà, et donc après il s'est passé le Brexit, donc j'ai décidé de tout revendre. J'ai dit au cas où. J'ai revendu le deuxième. J'ai vendu le premier en fait en septembre 2016. J'ai vendu le deuxième, je l'ai gardé que 6 mois. J'ai fait quelques travaux de homestaging, très simple, j'ai eu 400 euros de travaux. Et je l'ai vendu 10 000 euros plus cher celui-là. Donc en 6 mois, tu as fait 10 000 euros de plus-value. Voilà, c'est ça, 10 000 euros de plus-value pour celui-là. Mais j'y suis allé juste 2 semaines, un peu de vacances et faire les travaux. Il fallait casser une mezzanine, faire un peu de peinture, repeindre les murs. Ça change faire des travaux étrangers à Budapest. Ouais, non, c'était cool. Tu fais du sport, tu vas faire des bains à Budapest. Tu vis dans une ville qui est dynamique, très jeune, tu manges bien, tu bois bien, c'est pas cher. C'était du bon délire. Non, c'était très cool. Du coup, tu en as acheté 2 à Budapest que tu as tous les 2 revendus. J'ai déjà revendu. Donc ça, c'est terminé. Ensuite, tu as fait ton retour en France, dans le sud de la France, parce que tu es originaire de Nice, c'est ça? C'est ça, oui. Et là, tu as commencé à investir dans quel type de immeubles, je crois, c'est ça? Un immeuble, mais toujours pas à Nice.
c'est ça, à Toulon, tu vois. J'aime bien investir en dehors de là où je suis pas, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça, parce qu'on dit tout le temps, il faut investir là où on connaît, là où on a grandi, là où on connaît le marché. Toi, t'as fait tout l'inverse, pourquoi en fait? Pour te dire, moi, c'est vrai que souvent j'entends cette phrase en fait dans les investissements, dans les vidéos, investissez là où vous connaissez, là où vous avez habité, etc. C'est tellement logique. Ça peut être logique, Ouais. mais moi par exemple, je connaissais parfaitement le marché immobilier de Budapest, Ouais. mais je connaissais pas celui de Nice. Pourtant, j'y ai vécu, Tu as grandi, tu es né. parce que je m'y suis pas intéressé. Ouais, c'est vrai, quand on ne s'intéresse pas, on ne sait pas ce qui se passe. Finalement. Donc, achetez là où vous connaissez, oui, mais analysez, renseignez-vous d'abord, mais pas forcément là où vous habitez, parce que l'endroit où vous habitez, il y a très peu de chances que ce soit le meilleur endroit où vous aurez la meilleure rentabilité. Le meilleur endroit au monde, non, mais c'est vrai que c'est l'endroit le plus simple pour se renseigner. À Budapest, c'est pas facile. Ah oui, Budapest, je suis d'accord, mais peut-être d'autres villes, il y a d'autres Ouais, villes où... ouais. Du coup, moi, j'ai pas investi à Nice, j'ai acheté un premier petit immeuble je donne la ville, parce que c'est un bon plan. Ah ouais. Dans le sud de la France. C'est pas très loin de Montpellier, s'il y en a qui veulent savoir en message privé, pourquoi pas. Donc oui, dans le sud de la France, c'est ça, pas loin de Montpellier. C'est un petit immeuble de 4 appartements que je devais diviser en 4 appartements. C'était considéré comme une seule habitation. Un seul lot? C'était un seul lot, mais un appartement, je sais pas l'étage. Combien d'étages? 3 étages. 3 étages. Il va. Ok. Il fallait quand même le diviser au niveau du fisc. J'ai voulu le diviser, il y a eu quelques complications, je vais passer les détails. Quelques petites complications qui font que c'est très long. Si je gardais l'immeuble entièrement, j'aurais été à 15 et 16% de rentabilité, avec un régime fiscal spécifique, je ne payais pas d'impôt pendant 15 ans. Non, je l'ai acheté 69 000 €, 130 mètres carrés à peu près. Il y avait 50 000 € de travaux. Tu les as fait? J'ai pas tout fait parce que le but, dès que je l'ai acheté, c'était d'en garder 2, d'en revendre 2. D'accord, donc à 2 appartements en les travaux réalisés. Avec les travaux réalisés, c'est tout le projet. En fait, j'ai pas pu les diviser, d'où le fait que finalement je les gardais. Le but, c'était d'en garder 2 en location, d'en revendre 2. En fait, petite astuce, s'il y en a qui font de la division de l'eau, ou des immeubles, ou peu importe, vous faites un crédit sur la totalité du lot, la banque va prendre un privilège de prêt immobilier, une garantie, une hypothèque sur votre bien. Si vous faites des travaux, par exemple, sur les 2 biens restants, ce qu'on a fait, ça augmente la valeur de ces biens. Je voulais vendre les 2 autres biens pour garder le cash, faire une main levée. En fait, chez le notaire, vous faites une main levée d'hypothèque, ça veut dire qu'il enlève la garantie sur l'immeuble, vendez 2 biens, il repose la garantie sur les 2 biens restants. D'accord. Comme la valeur des 2 biens restants après travaux était quasiment égale à la valeur de l'immeuble au départ, ça me permettait de vendre 2 appartements, de garder entièrement le cash et de garder les 2 autres en location. Avec le crédit. Ce qui veut dire que tu gardes le crédit, vous gardez les intérêts d'emprunt qui continuent de se réduire des loyers, donc du coup vous baissez l'impôt. Et d'un autre côté, avec le cash dégagé, tu n'es pas obligé de rembourser. Donc là, j'ai gardé peut-être 45 ou 50 000 €, ce qui permet de faire un apport pour notre projet. C'est une question que vous avez déjà vu ça dans des investisseurs, comment revendre des lots alors que j'ai un crédit sur tout. Et, là, c'est une technique. C'est ça. Parce que si on revend, on rembourse une partie du crédit, on fait 15 000 € de plus-value. C'est bien, ça peut aider, mais c'est pas forcément nécessaire. Et en plus, on s'enlève des intérêts d'emprunt qui peuvent nous réduire l'impôt, donc c'est dommage en fait. Ok, bonne astuce. Donc voilà, j'ai gardé en fait cet immeuble, parce que j'ai pas pu l'utiliser sur ce coup-là. Là, je suis en train de le revendre, donc j'ai quelqu'un qui me le rachète entièrement. J'ai 2 appartements refaits qui sont loués, et les 2 autres, il reste 7 travaux à faire, donc je le vends en étage comme ça. Tu revends tout l'immeuble. Question, pourquoi la revente? J'ai l'impression du coup, à Budapest, ce qu'on pense c'était le marché. C'était le marché, t'as revendu. Là ici, pourquoi tu revends? Tu as revendu assez rapidement aussi après, finalement. J'ai vendu rapidement, parce que le projet initial, c'était d'en garder 2 d'en vendre 2. Parce que je voulais me dégager du cash pour faire d'autres projets aussi à part. C'est que t'as pas pu diviser. Vu que j'ai pas pu, et que j'avais le choix, soit je mettais tout mon argent dans les travaux de cet immeuble, parce que ça coûtait 20 000 € de travaux. Je mettais le reste de mon cash dans ces immeubles. Je faisais les travaux, j'avais une rentabilité. Soit je le vends et je dégage une plus-value. Et le cash que je ne mets pas dans les travaux pour l'instant, j'avais une belle opération à côté à faire qui m'a rapporté aussi. Donc ça a été un calcul, si tu veux. Voilà, c'était un arbitrage, j'ai fait un choix et malgré que les autres étaient super bien placés, etc. Je vois un ami aussi. Et là, voilà, arbitrage. Ça, c'est la 3e opération du coup. 3e opération, acheté en février 2016, revendu là maintenant. Et j'ai acheté un 2e immeuble.
Dans le même coin, sud de la France? Juste à côté du premier. À 500 mètres, 300 mètres. Donc, quelles conditions, combien de logements, qu'est-ce que tu as loué? Lui, il y a 6 appartements. 6 appartements déjà découpés. Autre fixe déjà découpé, déjà habité. Petite astuce aussi, c'est des locataires CAF. Des locataires qui détiennent des APL ou des aides de la CAF en fait. Pas des gros revenus. Pas des gros revenus, c'est des petits appartements entre studio et 3 pièces qui se louent entre 300 € et 550 €. Et donc, en fait, ces aides-là, l'avantage c'est que la CAF te verse directement le loyer à toi en tant que propriétaire. Donc c'est une sécurité énorme. Si je prends le cas de cette deuxième opération, j'ai acheté 230 000 €, un immeuble de 6 appartements, déjà habité, déjà loué, entièrement refait par la banque. Et j'ai une rentabilité de 14% à peu près dessus. C'est énorme, pour un produit qui est déjà tout fait, tout prêt, tout loué, tout rénové. C'est pour un produit qui est tout fait, tout rénové. J'avais le choix entre ça ou quelque chose avec des travaux, j'aurais été à 16, 17, 18, et encore 18 c'est peut-être compliqué. Si tu passes 4, 5, 6 mois à faire les travaux, tu gardes du temps. J'ai un calcul, voilà, ok la rentabilité est plus élevée, mais le temps que je perds, l'énergie. Et donc là, tout est habité, dès que j'ai signé, j'ai déjà encaissé la loyer. 100% de locataire, c'est la carte, c'est ça? C'est ça. C'est ce qui fait faire peur en fait à des investisseurs qui se disent bon, la qualité des locataires n'est pas là, je vais arrêter de payer. Mais j'ai souvent vu ça aussi, comme tu l'as dit, finalement c'est un avantage parce que tu pars directement. C'est plus qu'un avantage parce que, moi, pour te dire, j'ai des amis qui investissent beaucoup là-bas aussi. C'est eux qui s'occupent des appartements et tout ça. Ils me disent je préfère un locataire qui n'a pas de revenus et qui est ça, plutôt que quelqu'un qui gagne un SMIC. Ou 1 500 € par mois. Parce que 1 500 € par mois, il n'aura pas d'aide. S'il décide de ne pas payer, c'est fini, il faut les mettre dehors, etc. Alors qu'un locataire RSA, un locataire chômage, il a la CAF. Bon, la CAF me couvre près de 60% de mon loyer. Dans mon projet, j'ai 1 000 € de crédit, j'ai 2 600 € de loyer, et j'ai mis quasiment 1 700 € de CAF. Ce qui veut dire que si demain tous les locataires s'arrêtent de payer en même temps, je paye le crédit, les taxes, les charges, j'ai 100 200 € de cachement. C'est tranquille quoi, si n'arrive même pas, parce que tous en même temps. Autant te dire qu'à la banque, le dossier va s'aider tout seul, plus facilement que le premier dossier qui est à 60 000 €. Lui, c'est simple, le banquier il m'a dit que j'étais du domaine et j'ai mis en place certaines stratégies de négociation et plein de petites astuces pour faire que le dossier passe à la banque. Savoir comment parler à son banquier, comment monter le dossier, c'est des astuces d'expérience. Et il a vu le dossier et il m'a dit non, je ne regarde même pas le détail, je vous finance. C'est cool ça. Je lui ai amené tous les papiers, ils étaient tellement ordonnés, tellement carrés, qu'il m'a dit c'est encore mieux qu'un courtier, je vous fais confiance, je finance. Et c'est des astuces que je donne à, après on y reviendra sur ma nouvelle profession maintenant, c'est des astuces que je donne à des clients que je coach, que je donne dans le monde de l'immobilier. Et je leur dis, préparez-vous à l'entretien évidemment. Il y a certaines choses à faire, certaines choses à dire, des trucs bêtes, hein, il faut savoir quand vous êtes à la banque, quand vous empruntez, la décision d'acceptation de votre dossier, elle va jouer à 60-70% de votre dossier lui-même, papier, et 30-40% de la relation humaine que vous avez avec le banquier. La confiance qu'il va avoir, est-ce qu'il prend ce que vous dites, est-ce que le projet il a l'air bien, même s'il est bien, est-ce que vous comprenez ce que vous dites. C'est vrai que la banque c'est le pivot d'une opération, moi sans la banque on aurait une grosse achat de cash, mais ce qui n'est pas forcément recommandé. Déjà c'est pas recommandé quand on l'a et pas tout le monde l'a. C'est ça exactement. Surtout quand on est jeune. Donc, exactement, la banque c'est le pivot. Le meilleur moyen pour s'enrichir, les effets leviers pendant ce moment, c'est exactement. Cet immeuble tu l'as encore tu l'as Oui, je l'ai acheté récemment. Il a provoqué mon indépendance financière. C'est à ce moment-là où tu es devenu indépendant financièrement. C'est ça, il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Est-ce que tu en as racheté un en 2 mois? Non, parce que j'ai un autre projet. Excuse-moi. J'ai décroché le. C'est pas grave, j'ai décroché le micro. Oui, en fait, j'ai racheté en même temps. J'ai racheté juste avant celui-là, en fait. Avant que je quitte mon travail. J'ai acheté un appartement en résidence principale, celui-ci à Nice, 2 pièces de 68 mètres carrés que j'ai transformé en 3 pièces. Encore en ce moment, je finis les travaux là. Pour toi là? Pour moi, résidence principale. C'est un achat revente à la base, mais je vais y vivre quelque chose. Tu vas revendre quand même? Je vais revendre quand même, bien sûr.
cette année de 2017, fin 2017. Et voilà, transformation de 3 pièces, dans l'ancien, la moteur sous plafond, c'est déjà quelle plus-value tu comptes en retirer? J'ai acheté 152 500, 11 000 € de frais de notaire. Je me touche à la fin des travaux, donc je suis à peu près à 14 000 à 15 000 € de travaux maximum. Et valeur après rénovation entre 225 et 230 €. 40-45 000 €. 40-45 000 c'est l'hypothèse basse. En fait j'avais une hypothèse basse de 30 000 quand j'ai acheté. J'ai surévalué les travaux, j'ai sous-évalué la valeur au final. Et au final ça se vend ce que je pensais, mais je n'ai pas voulu estimer. J'ai bien maîtrisé les photos et bel effet coup de cœur dans l'appartement. Je vous montrerai les photos si tu veux. Plaisir, on va mettre même dans la vidéo. Ça a beaucoup changé. Et voilà, donc 45 000 € à peu près. Belle opération. Ok. Donc voilà, rendu aujourd'hui, janvier 2017, à ce niveau-là. Ok, c'est quoi le futur pour toi du coup là? Tu vas continuer ou pas? Voilà, t'es rentré immobilier, mais est-ce qu'on arrête ou pas? Ah non, c'est une passion. Une fois que t'es piqué, tu sais, c'est comme moi, je fais énormément de sport. Et j'ai fait beaucoup de choses et je suis un drogue expert aussi. Okay. Et bah, l'immobilier c'est pareil. Quand tu commences, tu suis un projet de A à Z, tu le gères de toi-même, ça marche, tu fais une première opération, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, ça marche tout le temps. Forcément, tu es recommencer, puis la liberté que ça offre. Moi j'ai beaucoup travaillé en gestion de patrimoine, je faisais beaucoup d'heures, je gagnais bien ma vie, j'adorais mon métier, j'adorais ce que je faisais. En indépendant, ça va rien pour moi. En indépendant, j'adorais. Mais au bout d'un moment, quand tu fais 50, 60 heures par semaine, tu te dis c'est pas le million, j'ai pas à quand j'aurai des femmes, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai marre tout simplement, quand j'aurai du temps, parce que j'adore faire du sport, j'adore voyager, j'adore prendre le temps de faire des choses. Et c'est du temps de la famille, quand tu auras envie de faire tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que tous ceux qui en viennent, c'est la même question. J'ai 25 ans quand j'étais indépendant financièrement. J'ai une famille modeste, mon père était 10 ans dans le bâtiment, on a toujours vécu en appartement. Ils sont loin d'être investisseurs, au contraire, ils sont plutôt de personnes. J'essaie de les aider à ça, mais c'est pas facile. Donc, à 25 ans, si c'est faisable, j'ai démarré de zéro, j'avais un revenu qui m'a fait une note. Si c'est faisable pour moi, il faut avoir les mêmes connaissances. Tu t'es formé, quand tu as fait le travail qu'il fallait faire. Le travail m'a beaucoup aidé, c'est ce que j'essaie de, c'est ce que je redonne maintenant au travers de mon activité où on parlera tout à l'heure. Et donc voilà, non, l'immobilier c'est vraiment excellent, c'est divers énormément de temps que je regarde les profits que j'en ai retirés dans l'année 2016 par rapport au temps investi. Oui, c'est excellent. Donc oui, je vais continuer effectivement l'immobilier. Et à côté, l'activité. À côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Tu as une bonne expérience maintenant, tu es jeune, tu es de famille, tu sais comment ça marche. Ça te montrer de transmettre, tu m'avais dit, ça te montrer un petit peu d'être formateur de personnes. Les études, pas très bien, si certains se disent qu'il faut faire bonnes études pour savoir investir, bah non. J'ai fait un bac plus 2 en vente, marketing, négociation. Ça allait bien, pas grand chose à voir, mais rien à voir avec l'immobilier. Surtout le métier de gestion de patrimoine qui m'a aidé. Et toujours envie de faire de la formation, j'étais déjà dans le développement personnel, j'ai suivi des formations là-dedans, j'ai toujours eu cette envie. Et là c'était le bon moment, j'ai un sujet où je maîtrise, et ça faisait un moment, ça faisait 6 mois que les gens, les amis me demandaient ah mais t'as investi là, mais je peux pas investir là aussi, aide-moi, trouve-moi un truc, et conseille-moi, et là qu'est-ce que je fais pour réduire mes impôts, et là c'est bombardé de questions, et j'ai dit bon bah autant faire profiter les gens des connaissances. Donc l'immobilier, maintenant j'en vis, j'adore ça, je vais continuer mes opérations. Et le côté loisir, fun que j'ai envie de faire, c'est la formation. Est-ce que tu as déjà mis en place des choses pour parler de mixte? Qu'est-ce que tu fais précisément? Là, j'ai commencé à créer cette formation. Donc la formation s'appelle Premier Rentier de en moins de 5 ans à partir de 20 ans. C'est l'écouteur, c'est mon cas, tout simplement. Il faut un salaire, je précise quand même, un salaire de minimum 1 500 € par mois. En dessous, ça peut être compliqué, bien qu'il y ait des cas où c'est possible. Mais en dessous, c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas être comme ça et faire rêver tout le monde. Il faut au moins 1 500 € par an. Et c'est faisable. Donc j'ai créé cette formation à partir de octobre-novembre. J'ai passé à la travailler maintenant.
Et puis là, j'ai annoncé la première session de formation qui va avoir Nice à partir du 8 mars. Donc j'ai fait une soirée de présentation à la fin du mois, qui est fin février. J'ai limité la séance à 1 place, j'ai tellement de demandes, j'ai poussé à 70 places. J'ai déjà des pré-réservations. En fait, ce que je veux apporter à cette formation, c'est surtout un suivi personnalisé et un peu la même approche que j'avais en clientèle, en personnalisation. S'offrir un coach personnel à côté qui t'accompagne en personnalité. C'est vraiment une formation présentielle, face à face. Oui, je précise parce qu'il y a beaucoup de formations sur Internet qui sont très bien. Et ce que j'avais envie de donner, moi, ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens. Et c'est, moi, le but, c'est de faire des petits groupes, limité à 12 personnes. D'ailleurs, la première formation de Nice, j'ai pas encore fait la présentation, elle est déjà complète. Et je dois même faire 2 sessions parce que j'ai 2 groupes de niveaux différents. Et je fais 2 sessions de 12 minimum parce que là, tu en auras un peu plus. Je partais sur 12 et là, on est déjà plus de 20. Donc, c'est déjà complet. C'est excellent, je suis ravi. Du coup, c'est vraiment que du présentiel, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas d'internet. Non, c'est du présentiel. C'est que du présentiel, limité à 12 personnes. Dans des hôtels, ça, dans des salles d'hôtel, voilà. Hôtel, ok. Hôtel 4 étoiles, de 5 ans. Petit groupe, et moi ce que je dis toujours à mes clients, on a beau tout connaître. On a beau connaître toute la fiscalité, les lois, comment investir, ce que vous voulez. Il faut savoir dans quel cas ça s'applique. On peut connaître un régime fiscal, on peut dire voilà, par exemple, le déficit foncier, c'est bien. Le déficit foncier, c'est cool, en soi, on peut réduire ses revenus, on peut carrément effacer ses revenus fonciers, on peut même empiéter sur son revenu professionnel. C'est génial. Mais combien de temps on va garder le bien? Est-ce que la personne est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle n'est pas mariée? Est-ce qu'elle va se marier? Est-ce qu'elle va avoir un enfant? Est-ce que le revenu professionnel va changer? Est-ce que la tranche d'impôt va changer? Combien de temps je vais garder? Est-ce que je vais le revendre? Est-ce que je vais le garder? Et ça, toutes ces questions, c'est ça qui te dit si le déficit foncier il est bien ou il n'est pas bien. Parce que c'est comme moi je disais à mes clients, quand il y a un produit financier ou immobilier, ce produit-là il est bien. Non, il n'y a pas de produit qui est bien ou pas bien. Quel produit est adapté à quelle personne? Et c'est pour ça que je fais des ronds. Moi, c'est intimiste entre guillemets, t'attends pas le moment. Intimiste, exactement. Ça va être fait sous forme de 7 séances. Il y aura du développement personnel, tout ce qu'il y a besoin de savoir sur la location, sur l'achat-revente, sur les produits, sur la fiscalité. Et une séance d'échange sur les de brainstorming, c'est ça, entre tous les participants. Et avant cette séance-là, je fais un entretien personnalisé. Avant chaque inscription, pour vérifier la situation de la personne, ses objectifs et motivations. Je m'assure que la personne qui s'inscrit à la formation et la situation Pour réaliser des investissements. pour appliquer toute la formation et être sûr qu'elle atteigne le résultat. Ce que je veux, c'est lui faire un an, une formation de qualité. Je veux dans 6 mois, 1 an, 2 ans, les gens se disent la formation de Christopher Roland est excellente. J'ai fait tant d'investissements, je suis entier, c'est génial. Qui est 100% de transformation que tous tes élèves achètent un bien. Je veux pas qu'il y en ait un qui me dise ça n'a pas marché pour moi. C'est pas possible. Je veux que si je l'accepte, non, je veux pas que je. Parce qu'il se peut qu'il y ait une situation de surendettement. Comme je l'ai dit, il y a un SMIC qui est surendetté et malheureusement a 2 enfants et une femme seule. Je veux bien, mais ça va quand même être très compliqué. Je veux garantir, le but c'est moins de 5 ans, je veux garantir qu'en moins de 5 ans, si on fait ce que je dis, ça marche. Premier entretien personnalisé, je vérifie la situation, ça me permet de mettre en place. Voilà. On commence déjà à prendre un axe de stratégie sur 2, 3, 4 ans. Ça va bien. C'est pas grave, allez-y. Oh, vous êtes filmé. Ça tourne comme vite. On peut pas se monter. À ce moment. Oui, donc le entretien personnalisé. On va mettre en place déjà une stratégie sur 2, 3, 4 ans. La stratégie, c'est quoi? Pour moi, l'immobilier, je remplis ça comme une partie de jeu. C'est bien d'acheter un bien. Et suivant les objectifs de la personne, il y en a qui veulent être rentiers en 25 ans. Il y en a qui veulent juste acheter 2 biens en plus pour compléter leur revenu et vivre bien. Il y en a qui veulent les biens patrimoniaux de leurs enfants. Il y en a qui veulent leur rendre en 10 ans payer les études de leurs enfants. Chacun a ses projets, chacun ses L'immobilier, ça peut être plein de choses. c'est un moyen d'atteindre un objectif. Exactement.
Et moi, ça m'intéresse, le moyen est excellent, il est passionnant. Ce qui m'intéresse, c'est l'objectif. Pourquoi vous voulez faire ça? Une fois que je sais pourquoi je vais le faire, comment, dans quel cas, quelle est sa situation. Enfin travailler sur un problème. Là, on peut se dire, suivant ce que vous voulez, achat, revente, location, le revenu, je prends tous les éléments. Et je dis voilà, dans 2-3 ans, ce qui est bien, c'est de faire ça. Ah, tenez, par rapport à la situation, vous avez pensé qu'en faisant ça de cette manière, vous allez donner la taxe de dynamique. En faisant ça, bah là, vous payez plus d'impôts. Là, vous avez cette aide-là. Et c'est ça que je veux faire. Et une fois que tu as ça, tu vas personnaliser de cette manière. On gagne un temps énorme. Et je sais, on gagne du temps, donc de l'argent. Exactement, le temps c'est de l'argent. Donc premier entretien, une fois qu'on a fait ça, on a pris un axe, toute la formation se suit, donc les 7 séances. Une fois les séances terminées, là on intervient le suivi personnalisé. Sur le premier projet, je suis sur le premier projet qui suit la formation. Peut-être que certains vont avoir du mal à monter le dossier bancaire. Je peux aider à monter le dossier bancaire, je peux accompagner par la banque pour le dossier de crédit, je peux accompagner lors d'une visite, donner des idées de stratégie de déco, donner des conseils sur les entreprises à prendre, négocier les travaux, négocier le bien en lui-même, voilà. Suivant les besoins de chaque personne, je suis à côté d'eux, ou si c'est à distance, c'est Skype, c'est téléphone. Pour ceux de Nice, je suis à côté d'eux, pour ceux à distance, mais je serai là disponible pour être sûr que le premier projet, je sais, tu as vu énormément d'investisseurs, non seulement le premier projet, c'est le plus important parce que si celui-là marche bien, les banques vont suivre derrière. Ça va motiver pour mettre en confiance aussi. Oui, ça prend confiance. Moi, le premier à 15 000 € de test, j'ai flippé quand j'ai signé quand même. Tout le monde. Par contre, le dernier à 230 000, j'ai eu une petite adrénaline au moment où j'ai signé. Puis après, 6 mois avant de le faire, je savais déjà ce que je voulais faire après. Comme les échecs, tu penses à des coups. J'ai fait très peu d'échecs quand j'étais petit, mais j'aime bien comparer parce que tu anticipes, tu penses à des coups d'avance. Et c'est ça que je veux apporter. Donc, grâce au suivi-là, ça m'a aidé. Combien de temps dure la formation? Alors, il y a à peu près une vingtaine d'heures de formation, en présentiel, plus le suivi personnalisé. En présentiel, concrètement, c'est combien de séances, de combien d'heures? Il y aura 2 formats. Sur Nice, il y aura un format une fois par semaine, un soir dans la semaine, 2 heures de séance à peu près, une fois par semaine sur cette semaine. Et un autre format pour les étudiants, parce qu'au début, moi, je voulais faire que Nice, parce que c'était vraiment un truc fun que je voulais faire à côté. Faire 1 ou 2 sessions dans l'année et me laisser du temps pour faire des projets de Nice. Et finalement, j'ai une telle demande que j'ai plein d'amis qui fait que je suis venu à Nice City pour te rencontrer parce que j'ai des amis qui sont intéressés aussi par la formation sur Paris. Et donc, j'ai eu des demandes à Paris, à Toulon, à Marseille. Tu vas dupliquer l'événement ailleurs? Bah, du coup, je réfléchis à un autre format qui sera sur Paris, ça sera le premier parce que là, j'ai déjà des demandes à Paris. Toujours en petit peu. 10 à 12 à peu près. Le format sera différent parce que je suis de Nice, le format c'est sur le jour. Samedi, dimanche, repas du midi inclus, en salle d'hôtel, Classique, quoi. et les mêmes types de séances. Ok, dupliqué à Paris. Dupliqué à Paris, la seule chose c'est que ce sera sur 2 jours. Donc ce sera un format légèrement plus condensé que à Nice. Le prix sera aussi légèrement plus condensé, il faut le savoir. Voilà, dans les 2 sens. Et puis, voilà. À Paris prochainement, ce sera courant en mai-juin à peu près. J'ai un Facebook pour le moment, c'est fait, c'est Christopher Van. Voilà, Christopher Van Formation. Un site sera créé d'ici quelques temps et voilà, en fait, je vais garder. J'adore le contact client, j'adore le contact client. Forcément, j'ai réfléchi à des formations sur internet, ça se fait énormément aujourd'hui, ça marche bien. Il y a des formations certainement de qualité, moi personnellement j'en ai pas suivi, mais je pense qu'elles sont qualité. C'est un choix, et je pense que c'est très très rentable. Ça touche énormément d'argent. Mais moi ce qui est venu avant tout ce que j'avais envie, c'était le contact client. Je sais que je vais faire moins d'argent, j'ai l'immobilier pour ça. Mais le contact client, je dis pas que dans 1 ou 2 ans, peut-être que je fais la formation sur Pour l'instant, tu te focus sur voilà, moi j'adore rencontrer quelqu'un, discuter dans la situation. C'est une problématique, la personne elle arrive, chaque problématique différente. Voilà, moi j'ai cette situation. Ça fonctionne comme ci, comme ça, j'ai tel objectif. Réfléchir, tout mettre en place, tout retourner.
pour faire du sur-mesure et arriver le plus vite et le plus sécuritairement à son objectif. Ah oui, C'est ce qui me fait kiffer quoi, moi c'est ça ce que j'adore. Ok, bah, c'est cool, je vais faire toutes les informations en dessous, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu pourras mettre le programme détaillé, il y aura une plaquette avec nous, bien sûr. Toutes les informations, le programme détaillé. S'il y en a qui veulent des informations plus en détail, que ce soit sur Budapest ou ici dans le sud de la France, à côté de mon côté, peu importe les questions, vous êtes bienvenus, je vous réponds sur Facebook avec plaisir. Je mettrai tout en dessous. Je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus. Est-ce que tu as un truc à rajouter ou pas pour les gens, pour les motiver, un dernier mot, un mot de la fin? Est-ce que tu as un truc pour nous clôturer là-dessus? Devenez indépendant financièrement, c'est magnifique. Très bien, merci. Non, mais c'est bon. Merci à vous. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Yes. Et puis à bientôt. Non, parce qu'il y a Plaisir. À la prochaine. En français. Ciao. Ciao.